Vincent Terranovès, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au sein de la mairie dans votre bureau. Oui, voilà, bienvenue à toutes et à tous. Je suis heureux de vous accueillir ici, là où je prends un grand nombre de décisions pour l'avenir de la ville. Vous avez 45 ans, vous êtes marié, vous avez une petite fille, vous êtes une grande fille bientôt. Oui. Vous êtes kiné dans votre de profession. Vous êtes vice-président, premier vice-président de Toulouse Métropole, chargé de l'économie circulaire, des déchets et de la propreté. Vous êtes président du syndicat mixte d'Eco7. Vous êtes président de Renaissance 31. Et puis vous êtes aussi maire de Balma depuis 9 ans déjà. Ouais. Est-ce que c'est pas trop? Vous arrivez à vous reposer un peu, à respirer? Alors, si j'ajoute à ça que mon activité professionnelle, je l'exerce encore 2 demi-journées par semaine pour voilà, avoir toujours un lien quand même avec le terrain et ne pas être dépendant des mandats. J'ai envie de vous répondre que on l'a choisi. Donc, quand on se présente à une élection, c'est en général pas malgré soi, c'est qu'on l'a vraiment voulu. Donc, vous m'entendrez jamais me plaindre du travail ou du rythme que j'ai. De toute façon, moi, je vis à 100%. Donc, c'est vrai que c'est pas mal de responsabilités. Hier soir encore à minuit, j'étais en train d'étudier le dossier de consultation pour les entreprises sur le dossier, le projet du dojo et de la salle polyvalente. On va en parler, Donc ouais. voilà, et ce matin dès 9 heures en réunion avec la directrice générale des services à ce sujet. Donc c'est vrai que parfois les journées sont un peu courtes, mais voilà, moi j'aime la vie comme ça. Donc pour l'instant ça me va. Et tant que je suis à la tâche et que je parviens à surmonter les obstacles, que ce soit à la métropole, à Déco7 ou ici à la ville, ben ça continue. Hein. Oui. Et le fait d'être comme ça, avec plusieurs casquettes à responsabilité forte, c'est aussi peut-être un atout de pouvoir intervenir aussi à Oui. différents niveaux. Oui, alors c'est vrai qu'au niveau de la métropole, je suis chargé des déchets, de la propreté et de l'économie circulaire, et je préside le syndicat mixte qui assure le traitement des déchets qui sont collectés à l'échelle du territoire de la métropole, mais aussi de 7 autres collectivités, dont le Sicoval, les Hauts-Tolosan, le Frontonais, etc. Donc il y a quand même un lien, et ce lien est important dans le recul qu'on a et la distance qu'on a par rapport à tous les dossiers. Voilà, ça donne une hauteur de vue qui est nécessaire, qui est indispensable. Donc c'est vrai que même si ce sont plusieurs responsabilités, je suis président d'un syndicat mixte et vice-président de la métropole, c'est quand même intimement lié. Donc je suis sur le même registre, donc Ouais. de ce fait-là, je gagne quand même pas mal de temps, voilà. Forcément. Alors aujourd'hui, on vous a sollicité pour une interview. Merci encore de nous recevoir, puisque au cours du dernier conseil municipal, il a été voté l'augmentation des impôts pour Balma, pour les Balmanais. Pouvez-vous nous expliquer, vous étiez engagé, hein, on le sait, sur vos deux mandats, à ne pas augmenter les impôts, mais bon, l'actualité et la conjoncture économique, vous allez nous en parler, font qu'à un moment on peut plus faire, enfin, il faut agir. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les impôts augmentent, donc et pour quelles raisons, enfin, quelle manière? Alors, d'abord, jusqu'à présent, la ville est très très bien notée, donc il y a une très bonne notation de la part des organismes bancaires parce que la ville est très bien gérée et c'est reconnu. Nous avons la meilleure note d'Occitanie en matière de notation pour la tenue de nos finances publiques. Nous sommes une ville peu endettée. Il faudrait 5 années pour rembourser la dette que nous avons contractée auprès des organismes bancaires. Il faudrait 5 années si on y consacrait la totalité de nos résultats annuels, ce qui est très peu par rapport à des communes de taille comparable ou même au-delà. Donc on est très peu endetté. Et jusqu'à présent, on arrivait à subir la faible inflation qu'on avait en faisant des économies de poste. Et donc c'est ce que nous faisons effectivement depuis maintenant 9 ans. Et depuis 13 ans, il n'y a pas eu d'augmentation des taux de la fiscalité. Vous savez tous que on a traversé une situation qui est particulièrement compliquée, difficile, qui a été la crise sanitaire. Bon, on a fait face. Puis derrière est arrivée la guerre en Ukraine, avec tout ce que cela a entraîné en termes d'inflation. Et je dirais que la soudaineté de cet événement et son ampleur ont fait que les petits ajustements que nous faisions tous les ans ne sont pas suffisants pour faire face à cette très forte augmentation des dépenses. Et donc, il a fallu équilibrer. Et pour équilibrer, il a fallu actionner le levier des recettes. Je vais vous donner quelques exemples concrets, mais ne serait-ce que sur l'électricité, on aura une augmentation de 40%, c'est-à-dire 312 000 euros. Sur le gaz, on aura une augmentation de 100%,
c'est-à-dire 290 000 € en plus. Sur l'alimentaire, on aura une augmentation de 36%. Ça représente 132 000 €. Rien que sur ces postes, j'ai une augmentation de près de 734 000 €, ce qui est énorme. Vous ajoutez à ça 500 000 € d'augmentation des dépenses de personnel qui sont liées à des facteurs extérieurs, c'est-à-dire que la ville n'a pas choisi. C'est la revalorisation au niveau national du point d'indice pour les fonctionnaires, c'est le glissement vieillesse technicité, c'est l'avancement des carrières et des échelons. Ça représente 500 000 €. Eh bien, entre les 734 000 € que je vous ai dit, les 500 000 € que je vous ai indiqués sur les charges de personnel, et vous ajoutez à cela tous les autres contrats que nous avons, tout ce que nous achetons, qui subit aussi une inflation, nous avons une explosion des dépenses qui est de 1,5 million. Et pour faire face à cette explosion des dépenses de 1,5 million, en effet, nous avons pris la décision difficile, qu'on aurait préféré ne pas prendre, mais d'augmenter la fiscalité pour quand même continuer à avoir notre qualité de vie à Balma, c'est-à-dire des services publics de qualité, des équipements publics qui aussi sont reconnus pour leur qualité, et puis avoir le cadre de vie que nous connaissons, qui est très recherché dans notre métropole. Alors, justement, juste pour que tout le monde comprenne bien, les recettes d'une ville, elles se constituent comment en fait? Les recettes d'une ville, il y a la très forte partie des recettes qui viennent de la fiscalité des ménages. C'était avant la taxe d'habitation, elle a quasiment disparu, donc tous les foyers ont économisé cette taxe d'habitation. Ça reste aujourd'hui notre taxe du foncier bâti, qui est la très grande partie de nos ressources financières. Et ensuite, il y a une très petite partie qui provient d'une dotation de solidarité de la métropole, mais qui se fait plutôt envers les communes qui ont peu de tissu économique, qui sont les moins peuplées, qui ont des ressources faibles en termes de revenus, et nous avons complètement perdu la fiscalité liée à l'économie. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que vous avez beaucoup d'entreprises sur votre territoire que vous touchez cette taxe qui est une taxe liée à l'activité des entreprises. Ça a été supprimé parce que ça a été transféré à la métropole il y a quelques années, et c'est ensuite la métropole qui, en fonction de cette taxe qu'elle perçoit des entreprises, la répartit dans le cadre de la solidarité. Donc Balma a beaucoup de sièges d'entreprise, mais le retour finalement d'investissement est très faible. Donc la grande part de nos ressources financières, c'est avant tout la fiscalité des ménages et des foyers balmains. Je tiens à préciser que nous avons aussi augmenté la fiscalité parce qu'à Balma, nous avons une particularité, c'est que nous sommes parmi les communes les moins fiscalisées. Les moins fiscalisées de la métropole. C'est-à-dire que à Balma, ce que paye en moyenne chaque habitant en termes de fiscalité, c'est 250 € par habitant, et c'est au plus bas des communes de la métropole. C'est-à-dire que nous avons aussi, à Balma, non seulement pas augmenté les impôts depuis 13 ans, eu une qualité de vie qui est exceptionnelle, mais à côté de ça, nous payons le moins d'impôts par rapport aux autres communes. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on a d'autant plus actionné ce levier fiscal, mais Balma est à 250 €, l'Union est à 310 € par habitant, Colomiers est à 358 € par habitant, Toulouse 454, Tournefeuille 514, et ça va jusqu'à Cugnot qui est à 560 € par habitant, c'est-à-dire quasiment, pas quasiment, c'est plus du double que par exemple ce que les habitants payent à Balma. Donc malgré l'augmentation que nous avons appliquée, nous resterons parmi les communes, la commune la moins chère de notre métropole. Voilà. Et ça, je crois que c'est important de le préciser et de le dire également. Alors, on a lu la dépêche comme beaucoup de Balmanais, on adore, on salue l'ami Emmanuel Waxman. Et dans son article qui est apparu hier, on pouvait lire sur l'année qui va arriver, qu'il va y avoir des investissements de l'ordre de 639 000 €, c'est des chiffres très précis, pour l'équipement scolaire. Alors ça correspond à quoi par exemple? C'est des chiffres précis parce que c'est sorti du budget. Le budget, il est à l'euro près, ligne par ligne, et pour les collectivités, contrairement à l'État, il doit être équilibré. Donc voilà, c'est dit. Donc non, 639 000 €, ça peut paraître une somme très importante, tout simplement parce que dans ces 639 000 €, il y a à peu près 600 000 € de ce qu'on appelle des restes à réaliser, c'est-à-dire des factures qui restent à payer, qui sont liées à la construction du groupe scolaire Simone Veil. Donc sur ces 638 000 €, il y en a 600 qui vont permettre de finir le paiement de ce groupe scolaire qui aura coûté 8,2 millions in fine. Et puis les quelques 40 000 € qui restent
ce sont des équipements, de l'entretien dans les écoles. Nous changeons par exemple dans un groupe scolaire une machine à laver, nous mettons en place de nouveaux dispositifs pour laver les bacs gastro, puisque jusqu'à présent nos prestataires utilisaient des bacs en plastique que nous avons bannis, et de toute façon c'est la réglementation qui l'impose. Donc aujourd'hui on a des bacs inox, et ces bacs inox il faut les laver, il faut donc agrandir souvent nos cuisines pour pouvoir placer cela. Donc on a quelques travaux, et c'est à peu près les 40 000 euros. Vous ajoutez à ça quelques stores qui vont être placés dans les classes, vous ajoutez à ça des reprises parfois de réparation, et vous êtes dans les 40 000 euros. On a 396 000 pour le nouveau skatepark, alors ça va faire le plaisir des jeunes. La question se pose, est-ce que c'est bien le moment? Est-ce que celui qui est déjà existant ne pouvait pas encore perdurer? Est-ce que c'est un investissement qui était obligatoire, entre guillemets, ou... Celui qui est existant ne sera en rien comparable avec le futur skatepark, et je crois que montrer à notre jeunesse qu'elle a une place importante dans la vie de la cité, c'est primordial. Voilà, et ça a été en tout cas une des priorités qu'on s'est fixées avec mon équipe. Donc je ne crois pas que près de 400 000 euros investis pour notre jeunesse ce soit exagéré ou que ce soit de l'argent jeté. Nous avons par ailleurs très fortement dynamisé l'annexe des jeunes sous l'impulsion d'Alexandre Fiozal et des recrutements que nous avons faits, de Claire notamment et de ses collègues. Donc il y a de plus en plus de jeunes. Et moi, je préfère que les jeunes, soient dans l'occupationnel, fassent du sport, fassent des activités à l'annexe des jeunes, plutôt qu'ils errent sur les places ou au pied des escaliers. Donc voilà, je pense que c'est une dépense utile. Elle est d'ailleurs très attendue par les jeunes. Le dispositif qu'on a mis en place, c'est qu'on a consulté, en faisant appel à du volontariat et à des jeunes qui étaient intéressés, on a consulté les jeunes, la jeunesse, pour savoir qu'est-ce qu'elle voulait comme équipement sur le skatepark. Moi-même, je ne suis pas skater, donc je ne sais pas exactement. Je ne sais pas s'ils souhaitent des pump tracks, s'ils souhaitent des pyramides ou autres. Donc ces jeunes se sont beaucoup impliqués et ça montre en tout cas que cet équipement est très attendu. Donc les travaux vont commencer là dans quelques jours et la structure sera livrée au mois de septembre, je pense. Oh, génial. On lit également toujours dans cet article avec ces chiffres que les travaux du dojo et de la polyvalente, enfin, le chantier énorme, ça va représenter 600 000 euros. On a bien compris, vous êtes déjà exprimé à plusieurs reprises sur ce chantier, un gouffre énergétique, quelque chose qui est plus adapté. C'est 600 000 euros cette année. Au final, ça sera à peu près 7 millions. Bon, on verra avec l'ouverture des candidatures, des plis des candidatures que nous recevrons. Pourquoi est-ce que nous faisons la rénovation du dojo d'abord et de la salle polyvalente d'abord? Nous avons un décret qui s'appelle le décret tertiaire qui nous impose à 2030 d'avoir fait des travaux dans tous nos bâtiments publics pour réduire l'émission de gaz à effet de serre et les consommations. Donc, il faut commencer par les bâtiments les plus énergivores. Cette année même, nous allons investir près de 250 000 euros pour rénover l'hôtel de ville. On en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, il était important que sur cette salle polyvalente, qui est très utilisée, plus de 280 jours par an sur 365, qui est très utilisée, qui est un lieu, je dirais, de cohésion, où les gens se retrouvent, que ce soit les associations, que ce soit les particuliers, que ce soit pour des manifestations de la ville. Il était très important que sur ces bâtiments, salles polyvalentes et dojo, qui sont classés au niveau D d'un point de vue énergétique, sur l'échelle qui va de A à G, il était très important qu'on agisse. Je rappelle quand vous y allez que vous voyez qu'il n'y a pas d'isolation des murs, et que nous sommes chauffés par des gros aérothermes qui brassent de l'air chaud, donc tout ça consomme beaucoup d'énergie, et donc il nous paraissait très important effectivement d'aller sur cette rénovation nécessaire, parce que certes c'est de l'investissement, mais c'est de l'investissement qui au final, si nous récupérons les eaux pluviales, si nous mettons du photovoltaïque sur le toit, ce qui n'est pas possible aujourd'hui de par sa faiblesse, si nous mettons en place de l'éclairage LED, c'est un investissement qui nous permettra de faire des économies de fonctionnement, et notamment là où aujourd'hui c'est très coûteux. Je pense notamment à l'électricité et au gaz. Donc c'est un investissement sur lequel très rapidement on aura un retour, et notamment qui limitera nos dépenses de fonctionnement. Donc c'est la raison pour laquelle on dit, ben oui, il faut y aller. Bon, vous ajoutez à cela l'aspect relativement inesthétique des bâtiments, qui sont parmi les bâtiments les plus anciens, les plus vétustes de Balma. Bon, il fallait bien à un moment s'en occuper, et donc on a pris la décision de le faire maintenant.
Et du coup, pour assurer nos présidents d'asso et nos membres d'asso et les Balmanais plus généralement, comment ça va se passer cette période où il y aura moins de disponibilité? Vous Oui. disiez 280 jours d'occupation par an. Oui. Alors là, on rentre dans une phase qui est une phase essentiellement administrative. Donc, c'est la préparation du dossier, c'est la constitution d'un jury pour sélectionner les 3 lauréats qui vont concourir. Donc, nous avons sélectionné 3 lauréats parmi 9 ou 10 équipes, je crois. Donc, les entreprises ont besoin de travailler, hein, on le voit. Hein, il y a une nécessité aujourd'hui dans cette crise à la fois économique, sociale, d'avoir de l'activité. On aura une remise des dossiers, une phase de négociation avec les entreprises, les 3, au mois de juillet. S'en suivra derrière un permis de construire avec toute la phase de purge du permis de construire, une phase administrative relativement longue qui nous mènera jusqu'à à peu près mi-2024. Et je pense que les premiers travaux qui interviendront sur la salle polyvalente et le dojo se feront mi-2024. Alors il faut savoir si c'est juin, si c'est septembre. On affinera le calendrier pour une livraison qui se fera à peu près en octobre ou novembre 2025. Voilà. Bon, et on va essayer. Et alors pendant la période de transition, bien sûr, certaines manifestations ne pourront pas se faire. Je pense notamment malheureusement à la braderie du Secours populaire, de la FAP, qui demande des surfaces très importantes. La surface de l'Odyssée n'est pas équivalente, et donc ils auront toujours la possibilité d'aller là, mais la braderie sera amputée de moitié. Et par ailleurs, nous sommes en train de travailler avec d'autres associations pour que les activités qu'elles avaient prévues à la polyvalente puissent être basculées à l'Odyssée. Et quant au judo, qui s'exerce au dojo et à d'autres associations, les services et mon adjointe Géraldine Meneghetti ont d'ores et déjà proposé des plans de repli pour ne pas laisser, bien sûr, les associations le bec dans l'eau. Wow, super. Il est question de foncier également pour un montant de 561 000 €. Oui. Alors, qu'est-ce que la ville va acheter? Oui, alors nous avons 2 maisons qui sont à vendre route de Mons, à un endroit où la voirie fait un rétrécissement, où le trottoir est très difficilement praticable parce que ces maisons sont en contrebas, et le trottoir qui jouxte ces propriétés et le mur d'entrée des maisons est affaissé, donc pour se mettre au niveau des habitations. Donc nous voulons acquérir ces 2 propriétés qui seront probablement rasées pour permettre un passage aisé à la fois des piétons, mais aussi de la piste cyclable que nous allons créer des aérostiers jusqu'au Cyprier, et nous créerons à cet endroit aussi où il y avait ces 2 maisons un espace vert, voilà, qui embellira aussi la route de Mons. Je continue la petite liste de chiffres. 202 000 € pour la vie de quartier, ça correspond à quoi? La vie de quartier, ce sont tous les aménagements que l'on fait pour le cadre de vie. Donc ça va de la réfection, parfois de cheminement piétonnier, ça va à un déploiement par exemple de fitness park, ça va également à l'entretien des nombreuses aires de jeu que nous avons qui nécessitent un entretien et des remplacements très réguliers. Donc c'est tout ce qui contribue, on va dire, à la vie de tous les jours dans les quartiers dans lesquels nous évoluons au quotidien. Et enfin, donc le dernier grand chiffre, mais gros chiffre, mais on a un peu abordé le sujet, 244 000 € donc pour la rénovation énergétique de la mairie. Bon, pour y venir de temps en temps, effectivement, des fois c'est bien. Voilà, c'est un bâtiment qui est ancien, qui a plus de 25 ans, et même si des travaux ont été faits régulièrement, sur le diagnostic énergétique que nous avons établi, il est démontré que c'est tout de même une certaine passoire. Donc il y a quelques travaux d'aménagement, d'amélioration à faire, et nous allons les faire pour avoir un bâtiment beaucoup plus performant, qu'il y ait moins de déperdition d'énergie, et par là donc financière également. Oui, on fera des économies. Et puis sur le bâtiment de la police municipale à côté, nous allons déployer des panneaux photovoltaïques pour que le bâtiment soit autosuffisant en consommation électrique. Alors ces chantiers dont on a parlé, est-ce que on revient un petit peu à l'augmentation des impôts, hein, est-ce que ça va vraiment avoir une incidence sur ce financement? Alors bien sûr que tous ces travaux d'investissement ont une incidence, et si nous n'avions pas augmenté la fiscalité, il aurait fallu qu'on abandonne un grand nombre de ces projets. Mais ceci dit, ces projets, ils sont attendus, faisait partie des engagements que j'avais pris auprès de la population.
mis à part la salle polyvalente et le dojo, mais face aux très fortes contraintes que nous avons sur les consommations d'électricité et de gaz, il est nécessaire de faire des travaux sur ce bâtiment énergivore. Et donc, mis à part cela, il aurait fallu sinon faire des choix. Et faire des choix, c'est de toute façon reculer. Oui. Or, les augmentations que vous avez aujourd'hui, très certainement, malheureusement, nous les conserverons dans les années qui viennent. Je ne pense pas que le gaz qui aura augmenté de 100% pour la ville diminuera de 100% dans 2 ou 3 ans. C'est peu probable. Et donc, si nous décalons ces projets, dans la mesure où à un moment ils sont nécessaires, il faudra les faire. Et de toute façon, il faudra de toute manière à un moment augmenter la fiscalité. Alors, dans la mesure où aujourd'hui, par rapport aux autres communes, ou parfois d'ailleurs dans ces autres communes, la qualité de vie est bien inférieure à celle de Balma, et que vous regardez que la fiscalité y est plus élevée, on se dit quand même que, en effet, pour maintenir notre niveau d'investissement, pour aussi proposer de l'activité économique aux entreprises qui ont besoin de sauvegarder les emplois en cette période de difficulté économique, eh bien, on peut raisonnablement augmenter la fiscalité. C'est moins de 3 points, et je pense que les Balmanaises et les Balmanais avec lesquels j'ai discuté depuis que nous avons envisagé cela, le comprennent tout à fait. Parce que, en réalité, les augmentations que nous subissions à la ville, les uns et les autres les subissent chez eux, bien sûr. Même si le gouvernement a mis en place un bouclier énergie pour les particuliers qui ne bénéficient pas malheureusement aux collectivités et en l'occurrence à la nôtre. Est-ce que l'on peut imaginer, est-ce que c'est déjà le cas peut-être, est-ce que l'on peut imaginer une boîte à idées où les Balmanais pourraient glisser des suggestions farfelues peut-être, parce que pas forcément en ayant la connaissance. Est-ce qu'il y a un outil qui existe ou qui pourrait exister pour inviter les Balmanais à... Vous savez, on a mis en place les budgets participatifs, donc c'est une enveloppe de 50 000 euros. Tous les ans, on dit aux Balmanaises et aux Balmanais, voilà, on a une enveloppe de 50 000 euros. Quel projet vous souhaiteriez voir éclore dans notre belle ville? Donc, tout ce qui va dans ce sens-là, je pense, c'est bon à prendre. Donc, s'il y a une boîte à idées, s'il y a des propositions qui sont faites, pourquoi pas? Je pense que ça va dans le bon sens. Et alors, on peut nous écrire, mais j'ai même envie de vous dire que les uns et les autres, parfois et souvent, ne se privent pas de nous faire des propositions par mail ou même par téléphone quand il y a des choses qui ne vont pas, qui doivent être améliorées, ou même quand il y a des propositions qui vont dans le bon sens. Voilà, donc, faut pas hésiter à le faire. Bon. C'est entendu. Monsieur le maire, un grand merci de nous avoir reçus. Merci à vous. À très bientôt. Mais à bientôt. Merci beaucoup.